Ça va très bien, Cryptaddict. Comment ne pas aller bien avec un Bitcoin à quasiment 100 000? D'ailleurs, il les a touchés sur le futur CME. On a fait 100 050, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. J'ai vu ça tout à l'heure en tout petit time frame. On était autour de... Ça a fait un petit 100 000. On va regarder en 1 heure. On a fait 100 000,15 sur le futur CME. Donc, c'est assez fou ce qui est en train de se passer maintenant. Que dire de plus? Si ce n'est qu'on profite. Ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Depuis le cycle précédent, pour ainsi dire, puisqu'on s'était arrêté, comme vous le savez, autour de 70. On était à 69. On avait eu le premier top au printemps 2021 qui était autour de 65. Donc vraiment, c'est un morceau d'histoire qui est en train de s'écrire dès à présent pour le marché crypto. On a des bonnes news réglementaires / étatiques en provenance des États-Unis, puisque bien entendu, vous n'êtes certainement pas passé à côté. On va avoir un président qui sera peut-être un peu plus pro-crypto pour les States. Également dans la foulée, il y a Gary Gensler qui démissionne de la SEC. Et donc, on peut résolument penser que, effectivement, on aura un peu plus d'acceptation, si je puis dire, par rapport aux États-Unis, mais surtout une légitimité institutionnelle qu'on a vu déjà depuis début 2024 avec l'approbation des ETF au comptant spot et désormais, voilà, un peu plus de sérénité peut-être du côté des États-Unis. J'attire votre attention sur 2-3 choses quand même à court terme qu'il ne faudra pas occulter. C'est que premièrement, on attaque après 7-8 mois de consolidation une hausse, comme vous le voyez ici sur les 3 dernières bougies du BTC qui est parabolique. Donc en gros, vraiment, on empile des bougies qui sont très verticales. Donc ça peut encore un peu perdurer. Est-ce que ça va durer justement jusqu'à l'intronisation de Donald Trump? Est-ce que derrière, ça sera un sell the news à partir du moment où Donald Trump sera là? Mais surtout, ça préspécule énormément sur le fait que oui ou non, les États-Unis vont mettre dans leurs réserves stratégiques les fameux BTC à minima qu'ils détiennent, qu'ils ont saisis d'un point de vue de la justice, ou par la suite peut-être convertir, je ne sais pas, soit mettre de l'argent qu'ils ont directement en BTC. Ça me paraît vachement aventureux d'aller sur ce terrain-là, mais pourquoi pas? Ou bien convertir une toute petite partie de ce qu'ils détiennent en gold aujourd'hui en Bitcoin, ou essayer peut-être d'émettre du Bitcoin papier à partir du gold qu'ils détiennent. Enfin voilà, j'essaie de partir un peu sur des projections qui sont hautement à ce jour quand même improbables. Et pour moi, c'est ce qui pourrait déclencher en fait à minima le top local sur le début 2025 au niveau du Bitcoin, si oui ou non on a cette approbation au niveau de la réserve stratégique. Et en ce moment, on a vu notamment via Michael Saylor, MicroStrategy, on a beaucoup d'effervescence, beaucoup de quelque part effet de levier indirectement autour du BTC. Donc à ce jour, on a un actif qui est passé depuis novembre 2022. D'ailleurs, c'est pas mal, ça fait pile 2 ans, de 15 000 $ à 100 000. Donc ça n'est pas rien pour un actif aussi capitalisé. Ça fait désormais, sur le futur CME en tout cas, de mèche à mèche, 570% en 2 ans. Je rappelle que cette année, le SP500 ayant fait une année complètement folle lui-même, a fait une vingtaine de pourcents, pour vous mettre ça un peu en perspective. Donc la plupart du temps, il fait à peu près 8%, 8 à 10% si on regarde les dizaines de dernières années. Donc n'oublions jamais, si on garde ce référentiel de ce que nous donne le marché américain ou même le MSCI World, que effectivement on est vraiment sous nitroglycérine pour le marché crypto. Et donc à partir de là, ça permet de relativiser et d'aborder la question suivante qu'on m'a déjà posée bon nombre de fois ces derniers jours, de si CM est en train de respecter son plan et de prendre ses profits autour de 100 000, eh bien je vais le faire très certainement aujourd'hui. J'en avais pris un tout petit peu, souvenez-vous, au printemps, en vous disant j'aurais préféré sortir un peu plus lourd au printemps, notamment du côté des altcoins qui avaient bien perf. Malheureusement, comme pour bon nombre d'entre vous,
J'avais des espoirs un peu plus hauts pour les alts qui jusqu'ici ne se sont pas forcément réalisés. Donc, je suis resté. J'ai pris un petit peu de profit au printemps sur Ether autour de 3005 à 4000 et un peu sur Bitcoin, mais vraiment, c'était peanuts. C'était pour dire, voilà, j'ai pris des profits. Hein, c'était anecdotique. Là, par contre, Bitcoin aujourd'hui à 100 000, bah, clairement, je vais pouvoir commencer à prendre des profits à hauteur de 10%, 20%, peut-être 30% une fois qu'on sera, je l'espère comme vous tous, à 110 000, 120 000 dollars, tout en ayant un plan où à peu près dans mon game à 150 000 grand maximum, j'aurai tout sorti et où aussi j'ai cette flexibilité de pouvoir m'accorder sur ce propre plan à me dire que si jamais pour X ou Y raison, les fameux 100 000 ou tout juste 120 000 étaient le top de ce cycle, ce qui pour l'instant n'a pas l'air d'être le cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, tout en pouvant me retourner en mettant quelque part un peu un stop loss qui est virtuel pour l'instant, de me dire si on commence à faire un yo-yo d'anthologie entre 120 000 et que d'un seul coup on se fait contrebalancer à 70-80, c'est pas le type de volatilité que j'ai envie d'accepter en fait au moyen terme, vu tout ce qu'on s'est pelé justement depuis 2 ans. Donc clairement, je suis sur une certaine sérénité par rapport aux 100 000. Je suis prêt à vendre soit un petit peu en fonction de ce que fait le cours, soit beaucoup si d'un seul coup on voit que les 100 à 120 à peu près venaient à bloquer. Et ensuite, j'attends comme vous tous, bien entendu, une correction slash latéralisation du côté du Bitcoin qui pourrait nous amener vers une alt season avec aujourd'hui, eh bien effectivement, une Bitcoin dominance qui est toujours très haute, 60,50. Donc tant qu'on a ça qui est très haut et qu'on a le ratio ETH-BTC qui ne s'est pas véritablement retourné, on ne peut pas parler d'alt season. Après, j'attire quand même aussi votre attention par rapport à ça, l'alt season en particulier, puisque je sais que pour bon nombre d'entre vous, vous n'avez pas de Bitcoin en portefeuille et c'est peut-être l'erreur, la punition de ce cycle quelque part. Je n'ai pas de jugement de valeur face à tout ça, puisqu'en 2020-2021, je n'avais quasiment aucun BTC, même des fractions de BTC en portefeuille. J'ai fait vraiment mon bull run sur ETH et tout ce qui gravitait autour de ETH. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance, entre guillemets, de mon côté, d'être du bon côté de cette barrière, c'est-à-dire d'avoir du Bitcoin en portefeuille. Mais je peux comprendre pour avoir aussi une proportion très importante de ce fameux portefeuille crypto en alt et en Ether, l'attente qu'il y a autour de tout ça. À partir de là, si on résume les choses un peu pragmatiquement, au cycle de 2017-2018, on a eu donc un BTC qui avait 98% de dominance et on est passé très rapidement sur janvier 2018 à moins 63 de dominance pour arriver quelque part autour de 35-36. On a rebondi ensuite lors d'une alt season, lors du retour du BTC, puisque l'alt season s'est inversé effectivement, c'est quand ça chute. On a rebondi de ces fameux 35% en direction des 73. Donc c'était une hausse par la suite qui nous a donné à peu près 107% au niveau de la Bitcoin dominance. Et donc là où je veux en venir, et vous me voyez très certainement arriver, on en a déjà parlé précédemment, sur ce cycle, on avait fait moins 47% en 2021 et pourtant, on a eu une alt season qui était d'anthologie, portée très largement par la DeFi, par les NFT et par tout ce qui va bien. Et ensuite, on a eu donc sur ce up, depuis le point bas ici, approximativement à ce jour, plus 59% de hausse. Donc, si on regarde finalement les amplitudes au niveau de la Bitcoin dominance, et c'est exactement le même état de fait du côté du Bitcoin et du côté des cryptos totaux, c'est-à-dire la capitalisation, qu'on regarde celle incluant Bitcoin ou qu'on regarde celle incluant tous les altcoins, etc., petit à petit, on a une volatilité qui est en train de se casser, un peu doucement mais sûrement, mais voilà. Donc, on aura très certainement sur ce cycle pas un décrochage ni de 63%, ni de 47%. Après, on ne peut pas faire de statistiques pures et dures sur seulement 2 itérations, vous vous en doutez bien, mais j'essaie quand même un minimum de m'appuyer sur ce qui se passe autour, notamment sur un Bitcoin qui a quand même une quinzaine d'années désormais d'existence. On pourrait avoir effectivement quelque chose qui revienne voilà, à moins 15%, on est autour de 52%, et moins 20%, on est autour d'une cinquantaine de pourcents, avec, dans le meilleur des cas, un retour sur la base qu'on avait travaillé en 2021, autour d'une quarantaine de pourcents.
Ça, pour moi, ça a assez peu de chances d'arriver. Et quand bien même ça arriverait, ça nous ferait qu'un moins de 35%, c'est-à-dire finalement moins que le cycle précédent. Donc, on aura peut-être une belle alt season, mais qui devrait être plus cloisonnée qu'en 2021. Et les 35-36% que je viens de vous montrer, pourquoi il y a assez peu de chances que ça arrive et pourquoi j'accrédite un peu plus la thèse qu'on fasse plutôt un moins 20 dans le meilleur des cas, c'est tout simplement le fait qu'à ce jour, on a un seul actif qui est devenu désirable réellement, en tout cas jusqu'ici, par rapport aux institutionnels, et ça reste Bitcoin. Et aujourd'hui, la question que l'on se pose tous et que l'on devrait tous se poser, et on en aura la réponse que lorsque ça interviendra, bien entendu, on ne va pas faire du Nostradamus, mais c'est est-ce que tout ce qui est rentré en argent du côté des ETF spot, qui ont été pitchés à des grands fonds, à des clients institutionnels, à des family office, les grandes banques institutionnelles comme Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock et tous les autres qui, on a vu le CEO de Bitwise encore récemment qui disait on est en train de pitcher Ether à nos clients, vous inquiétez pas, ça va finir par arriver. Donc c'est peut-être rassurant, oui ou non, mais voilà. Mais en tout cas, pour se concentrer sur Bitcoin pour l'instant et faire ce cheminement, effectivement, même si on venait à perdre 10, 20, allez, 30% de dominance, on aura une alt season si ça arrive, mais ça sera très certainement beaucoup plus condensé et beaucoup moins bête, entre guillemets, que ce qu'on l'a eu en 2018 ou 2021. Et c'est là où finalement, aujourd'hui, on a deux mondes qui sont un peu séparés, c'est-à-dire le monde institutionnel qui veut investir que sur du dur, du lourd, c'est-à-dire Bitcoin, et ça a très largement profité à cette envolée de prix qui aujourd'hui nous propulse très proche des 100 000 $, et probablement que c'est qu'une question d'heures, voire soit au cours du week-end pour qu'on vienne toucher les fameux 100 000, et c'est peut-être petit à petit là qu'on risque d'avoir des prises de profit un peu plus majeures. De même que je ne favorise ni l'un ni l'autre, mais on peut tout à fait le passer d'un seul coup et se retrouver à 105, 110, 120 dans 2 semaines sans avoir véritablement bloqué ici. Je ne favorise pas le truc, mais d'un point de vue psychologique, 100 000 étant 100 000, je pense que ça peut quand même être une prophétie un peu autoréalisatrice, donc à voir ce que ça donnera. Mais voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, BTC drague absolument toutes les attentions. Et j'ai bien peur que cet argent institutionnalisé, la smart money, les gens éduqués financièrement, ne soient pas, entre guillemets, bêtes à ce point pour entamer derrière une rotation à se dire sur quoi je vais pouvoir aller. Alors, le choix simple de la rotation, ça serait de partir de Bitcoin vers Ether, puisqu'ils ont le pont nécessaire pour le faire, d'un point de vue des ETF spot. Mais d'un point de vue spéculation pure et dure, est-ce que les gens qui sont rentrés sur des ETF au comptant sur Bitcoin, parfois sans trop savoir ce qu'il en retournait, vont aller dire à leur BlackRock, bon, bah, finalement, Bitcoin à 100 000, tu vas me passer ça sur Solana, ou tu vas me passer ça sur Avax, ou tu vas me passer ça sur autre chose. Voilà, j'ai quand même un doute. Après, ben, comme d'habitude, j'essaie juste de réfléchir à voix haute avec vous tous. Il y en a qui seront d'accord, pas d'accord, et je respecte tout à fait. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir en tête du fait que l'argent, très certainement, qui est rentré par rapport aux ETF en particulier, il y a quand même assez peu de chances pour que ça ruisselle complètement de façon déraisonnable, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu en 2021. Et de l'autre côté du spectre, comme je vous disais à l'instant, on a les mêmes coins. Et aujourd'hui, les mêmes coins, j'ai pas regardé récemment, donc je vais vous dire des chiffres un peu au pif, mais je crois qu'on était entre 50 et 100 milliards pour les plus grosses capitalisations cumulées au niveau des mêmes coins. Donc, on est sur un marché qui aujourd'hui pèse 3230 milliards. Il y a des gens qui pensent résolument, vu que c'est un peu le mood de ce cycle et le côté effectivement peut-être culturel aussi un peu de la jeune génération d'aller comme ça sur les mêmes coins, qui pensent qu'on pourrait avoir des capitalisations qui iront péter absolument toutes les stratosphères. Toute proportion gardée, je pense que, comme le disaient aussi certaines personnes ces derniers jours, finalement, ça nous rappelle un peu aussi la réalité. La frénésie autour des mêmes coins de ce cycle ne sera pas sans rappeler celle qu'on a connue en 2020-2021 autour des NFT notamment. NFT qui, pour la plupart, aujourd'hui, ont perdu 99% de leur valeur. Donc, voilà, il y a le côté un peu social autour des mêmes coins, le côté culture,
le côté appartenance, le côté communautaire, le côté fun aussi. On s'amuse, on vient là entre potes, comme on rentre au casino avec 50 balles et on essaie de voir si le prochain truc va péter ou si juste on a perdu notre billet. Donc c'est un peu comme ça aussi que fonctionne, j'en ai bien l'impression, le côté des meme coins. Malgré tout, quand on regarde ce qui se passe du côté de Doge, du côté voilà, des meme coins qu'on pourrait qualifier de dinosaures, on a un peu un motif qui a tendance à appeler aussi l'argent, le plus gros argent, où on va avoir, de par la liquidité qui est disponible sur du Dogecoin ou du Shiba ou du Floki ou Bonk, c'est-à-dire les trucs qui sont vraiment giga capitalisés aujourd'hui, en plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, où on va avoir effectivement par la suite un peu de trading professionnel / institutionnel, mais ça reste dans des proportions qui sont quand même relativement moindres par rapport au PVP qu'on peut observer, player versus player, au quotidien du côté des meme coins, avec une création aussi du côté de Solana qui a très largement bénéficié à la reprise au final du réseau en tant que tel de Solana et qui aujourd'hui propulse le prix de cet actif, mais on y viendra dans un instant, vers un nouvel ATH. Donc très bonne nouvelle, et un crypto market cap de Solana aussi qui avait déjà fait un nouvel ATH au printemps, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a plus de Solana en circulation que ce qu'il y en avait en 2021. C'est un token sur lequel il y a de l'inflation. Je pense qu'on a posé les bases par rapport à ce qui est en train de se dérouler. À quoi pouvons-nous nous attendre avant de passer sur les altcoins d'un point de vue macro en 2025? Eh bien, ça va totalement dépendre de deux facteurs prédominants, c'est-à-dire ce qui est en train de se jouer d'un point de vue géopolitique au Moyen-Orient et surtout là, le front de l'Ukraine, ça a l'air de nouveau de remonter en tension, notamment avec l'utilisation de nouvelles armes, etc. Donc, loin de moi l'idée de rentrer là-dedans, mais ça peut avoir un impact sur les marchés. Et de l'autre côté, bien entendu, les États-Unis, Donald Trump et une administration qui peut-être sera pro-crypto. Mais attention à ce qu'on n'ait pas pré-spéculé beaucoup trop sur que du positif par rapport à tout ça et que les promesses de campagne derrière soient assez décevantes quand elles ne sont pas toutes réalisées, dont la principale, effectivement, cette fameuse réserve stratégique de BTC aux États-Unis. Et derrière encore, a fortiori, mais c'est un sujet qui est peut-être un peu moins global d'un point de vue macro, mais plus spécifique au marché crypto, on a Michael Saylor et MicroStrategy, où là aussi, la volatilité du titre sur MicroStrategy peut rapidement faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre, d'un point de vue justement de ce qui se passera par la suite au niveau du marché crypto. Quand on s'attarde du côté des altcoins ce coup-ci, et avant de passer sur les alts, je vous passerai rapidement les actions liées au marché crypto, ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, vous inquiétez pas, j'essaierai de lire petit à petit le chat pour passer vos altcoins. C'est le but aussi de cette émission aujourd'hui. On a un Crypto Total 2 au niveau donc des altcoins incluant Ether, qui est aujourd'hui en train de travailler son point haut du printemps autour de 1270 milliards. On a un ATH à 1710 milliards. Et ensuite, la première extension de FIBO qui est quand même assez lointaine, autour de 4000 milliards. Donc, basiquement, on ferait un peu plus d'un x2, x2,5 par rapport aux alts, ne serait-ce que pour aller chercher le premier FIBO. Donc, là aussi, il y a des personnes qui, de suite, vous tracent des grands traits en vous disant ouais, le Crypto Total 3, aujourd'hui, il est à, je vais pas vous dire de conneries, mais voilà, 868. Et l'autre jour, j'ai vu une personne qui traçait en gros une flèche comme ils aiment bien le faire, notamment les Anglais, les Américains et tout, en disant bah ce coup-ci, voilà, c'est sûr qu'on va faire ça. Et sa flèche, elle partait de 700 milliards, elle allait à 7000 milliards, juste pour les alts, excluant Ether, sur le Crypto Total 3. Et c'est à partir de là où, personnellement, je suis pas du tout d'accord et je peux pas suivre d'un point de vue honnêteté intellectuelle de se dire qu'on va faire un x10 sur les alts en excluant Ether, ça a strictement aucun sens. Ça voudrait dire que on a un marché crypto avec un Bitcoin à 200, 300 ou peut-être 500 000 dollars et que les altcoins derrière ont capitalisé à eux seuls proche de 10 000 milliards ou à minima les 7 000 comme le gars le disait dans sa démonstration, et c'est-à-dire la moitié du market cap du gold en incluant, je crois, le gold papier. Donc peut-être que ça arrivera un jour, mais quand on analyse un peu justement les retours diminués de cycle en cycle
et là où nous en sommes par rapport à là d'où nous venons, je pense aujourd'hui qu'effectivement, d'avoir des targets comme ça qui sont assez simples, des comptes ronds, viser les 2000 milliards dans un premier temps quand on aura franchi la TH, les 2500, les 3000, les 4000, ça sera déjà énorme en termes de capitalisation pour les altcoins. Et petit à petit, on verra quel domaine ou non finira par devenir un peu plus porteur avec, comme on vient de le dire à l'instant, le premier des altcoins qui reste à ce jour Ether, qui est toujours en train de se chercher sur un point bas qui peut-être il a enfin fait autour de 0.032 sur le ratio Ether face à Bitcoin, mais qui est toujours dégradé. Donc ça, c'est pareil. Le bottom ici au printemps à l'automne 2019, pardon, il avait pris de septembre à janvier. Donc on est peut-être dans les clous justement d'un automne qui nous propulserait sur un début 2025, c'est-à-dire à peu près le printemps 2025, où là oui, si on a eu un Bitcoin qui a fini de run à 100, 120, 150, on pourra commencer à parler d'une véritable alt-season. Mais jusqu'ici, et tant qu'on a un ETH BTC qui n'est pas fort et un Crypto Total 2 qui n'a pas break les 1700 de l'ancienne ATH, effectivement, c'est difficile de parler d'alt-season. Et je pense que vous l'apercevez, vous, de votre côté, hein, que quand on a des pumps du côté des alts, des plus 30, plus 50, plus 100%, quelques jours après, la majorité du temps, ils se refont complètement déglinguer. Donc, on a des prises de profit qui sont extrêmement rapides et même sur des alts capitalisés. Et jusqu'ici, c'est vraiment des roulements qu'on a pu apercevoir. Roulement dû au fait que, avec une Bitcoin dominance aussi haute, eh bien, vous n'avez pas d'argent qui rentre en simultané de partout. C'est pour ça que ça fait un peu les chaises musicales et qu'à ce compte-là, il n'y a que les personnes fortement éduquées au marché crypto et à son fonctionnement qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, un peu finalement comme du côté des mêmes coins. Je bois un petit coup d'eau pour pas trop m'épuiser en cours de route comme je suis tout seul. Je lis en même temps le chat. Bon, le chat, pas plus pour l'instant. Nickel. Ether en particulier au niveau de son price action, puisque c'est quand même un alt encore aujourd'hui, bien que est-ce qu'on peut encore le considérer comme un alt, je vous en laisse seul juge. On est autour de 3350, oui c'est ça, 3350 $. On va voir ce que ça donnera. On a un point haut du printemps qui était autour de 4000, 4100 et un ATH à 4965 avec les premières projections de Fibo, là aussi, sans vouloir vendre du rêve ou sans vouloir être pessimiste aux yeux de certains, qui nous conduisent quelque part entre 7005 et un peu plus de 10 000 $. Donc il y a des personnes qui disent que après une telle consolidation en ta séance, le temps que ça aura pris, le fait qu'il y a eu beaucoup de FUD sur les réseaux sociaux et un certain boudage, on va dire, de tous les côtés par rapport à Ether sur ce cycle, que effectivement on pourrait aller chercher du 15 000, du 20 000, etc. Et ce qui finalement, par rapport à son ancien ATH de 5 000, serait même pas complètement dégénéré en termes d'objectifs. Mais voilà, une fois de plus, vous connaissez désormais le laïus de la chaîne. Je préfère me projeter sur des targets qui sont raisonnables, à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de capitalisation. Et c'est peut-être une bonne introduction pour la suite, d'ailleurs, pour que ça soit quand vous spéculez sur Coinbase, que ça soit pour quand vous spéculez sur les altcoins, de toujours avoir un œil de côté sur la capitalisation plus que le prix au niveau du prix qu'il représente en dollars, tout simplement. Ça peut là aussi vous donner finalement des indications sur le moment, tout simplement, où vous pensez, quand on regarde par rapport à d'autres projets équivalents, quand on regarde aussi par rapport à des sociétés ou des projets de la vie réelle, puisqu'aujourd'hui, ben, certes, les cryptos sont aussi ancrés dans la vraie vie, mais pas autant que ce qu'on peut l'avoir sur d'autres marchés qui existent depuis des décennies ou des centenaires. Donc, ça prendra encore du temps, bien entendu, et il y a aussi besoin de temps pour développer l'infrastructure et pour développer tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que bon, c'est difficile de se projeter sur ce cycle en particulier, vu que c'est un nouveau cycle en deux aspects, à la fois pour Bitcoin où on a eu l'approbation des ETF et pour Ether aussi au final, et surtout on a un Ether qui est désormais en proof of stake. Et c'est quelque chose qui m'était resté au moment du merge. Il y avait une personne qui avait déroulé un long trade et qui disait que globalement, on aurait un actif qui devrait être repricé ou qui devrait être pricé comme un nouvel actif à partir du moment où on a la transition d'Ether qui passe du proof of work, c'est-à-dire le même consensus que Bitcoin, le minage,
vers le Proof of Stake où il suffit de détenir des Ethers pour devenir un validateur du réseau. Et à ce jour, 32 Ethers valent 107 000 dollars. Et on avait un ATH donc qui était autour de 156 000. Donc ça aussi, ça peut nous donner des indications pour plus tard. Et petit à petit, que ça soit Vitalik ou les personnes qui sont proches de la communauté Ether, il y en a beaucoup qui pensent que ça serait cool d'avoir des validateurs entiers à partir de même peut-être un seul Ether. Donc à voir ce que ça pourra donner pour l'avenir. Donc pas plus, pas moins pour Ether, si ce n'est que si on s'en réfère au cycle précédent, il est à peu près là où il devrait être au final. Par contre, je suis toujours persuadé qu'effectivement, on n'a pas de alt season si jamais on n'a pas un ETH BTC qui retrouve la santé. Et même le plus pessimiste, bearish, entre guillemets, allez, certains diront réaliste, Benjamin Cohen de Into the Cryptoverse, a tweeté ça hier en disant ne vous attendez pas à une alt season si on n'a pas un ETH BTC qui reprend du poil de la bête. Et ça fait quelques semaines que je défends cette thèse. Donc je me suis dit, si même le mec qui était le plus pessimiste sur Ether, en tout cas ETH BTC jusqu'ici, nous dit que on va avoir le bottom dans les 2-3 prochains mois, peut-être même dès maintenant, et que derrière on devrait avoir Ether qui enclenche la seconde, c'est qu'on est peut-être pas mal aligné. Après, c'est aussi certainement ce que certains pourraient qualifier de biais de confirmation, puisque c'est une information qui finalement va dans le sens de ce que moi je pense, et je vous invite bien entendu à défendre la thèse inverse si jamais vous en avez l'envie, tout simplement. Coinbase, on fait les petites actions vite fait et ensuite on passe aux altcoins. 296 dollars, on a eu deux mèches ici, deux bougies qui se sont bien faites repousser autour de 340. Donc pour l'instant, pas plus, pas moins. On est en train de tester une zone de polarité assez importante pour Coinbase. On est autour de cette zone ici qui avait été pas mal travaillée. Donc c'était une zone d'août 2021 et on a des points hauts à venir chercher avec un ATH à 428 d'introduction et un point intermédiaire ici à 367. Donc pareil, pour Coinbase, si on fait de la rationalisation, entre guillemets, on a un actif qui est passé de 31 dollars sur son point bas à 340. Donc on est sur un actif qui approche les 1000% de performance. Et c'est à partir de là où finalement la personne qui va rentrer maintenant sur Coinbase, très certainement qu'on peut peut-être venir chercher un tout petit peu plus, voire l'ATH du cycle précédent, c'est-à-dire une cinquantaine de pourcents. Peut-être qu'on viendra chercher 500 dollars, je ne sais pas, 71%. Mais vous vous doutez bien que de rentrer après un plus 1000% comme ça sur un actif, ben voilà, quand on regarde même au niveau du RSI, on voit que on a quand même des points qui sont un peu disparates par rapport à tout ce qui s'est produit jusqu'ici. Et c'est pour ça que systématiquement, et c'est aussi intéressant d'aller voir la valorisation de Coinbase aujourd'hui, il faut toujours mettre en balance de votre côté ce que représente le market cap d'une société ou d'un altcoin par rapport à son propre domaine et ce que représente aussi la perf de ce qu'il a réalisé juste avant que potentiellement on cherche à rentrer. Donc, si l'on compare finalement un Coinbase où ça devient plus si intéressant aujourd'hui de rentrer dessus et ça deviendra intéressant au prochain bear market, ce qu'il va falloir spotter du côté des altcoins, que ça soit alt face à dollar, mais surtout face à BTC, c'est à peu près des alts qui sont dans une périodicité comme ça, où on est encore dans un range relativement à plat. Ce qui, face à Bitcoin, sera pas très difficile à trouver, puisque la majorité des alts sont la plupart du temps encore dans des phases baissières, voire de remise à plat tout juste. Mais voilà, c'est des moments où effectivement, il va bien falloir choisir vos chevaux, entre guillemets. Et il y a aussi cette prédominance où à partir du moment où vous avez trop d'attention en simultané sur un projet, et quelque part, c'est un peu le risque que je vois à court terme par rapport à Solana. Très certainement que Solana ira encore plus haut. Et d'ailleurs, c'était le titre il y a quelques semaines dans la newsletter où on disait que voilà, on viendrait chercher un nouvel ATH, que la capitalisation à 1000 milliards non, 100 milliards pardon, pour Solana, c'était qu'une question de temps. Et ça l'a fait, voilà, dans les 2-3 semaines qui sont sur lesquelles elles ont suivi. Mais à ce jour, il y a quand même des points d'intérêt comme ça où finalement, même si on regarde le ratio ETH-Solana qui aujourd'hui n'est pas bon ou Solana qui est trop fort par rapport à ETH, il y aura forcément un moment où cet état de fait aussi viendra à se renverser
Et c'est là où vraiment j'essaie d'attirer votre attention, que ça soit pour Solana ou un autre d'ailleurs. Je prends Solana comme j'aurais pu prendre Tao Tensor ou des trucs qui ont vraiment été très porteurs pour ce cycle, de systématiquement faire ce travail de votre côté, de vous dire, si je rentre aujourd'hui sur Solana, sur Coinbase, sur des trucs qui sont bien capitalisés, qu'est-ce que je peux avoir comme gain potentiel par rapport à qu'est-ce que je peux perdre si le marché crypto se retourne. Et c'est exactement la même musique d'ailleurs du côté du Bitcoin aujourd'hui, hein, tout simplement. Les personnes qui prennent des profits aujourd'hui autour de 100 000, c'est est-ce que je pourrais racheter plus tard avec les Bitcoins que j'ai vendus à 100 000 ou les Satoshi, on s'en fout, peu importe. Est-ce que je pourrais me racheter plus bas? Est-ce qu'on reverra un Bitcoin autour de 50 000 ou quelque chose dans ces eaux-là? Et si on résume le truc là aussi en ayant une analyse technique assez froide au final, eh bien, si on prend autour de 100 000 et qu'on revient ne serait-ce qu'à la moyenne mobile 200, qu'il a très largement touché plusieurs fois, voire dépassé à la baisse sur ce cycle, c'était la première fois que ça arrivait. Aujourd'hui, c'est en moins 60%, ça nous ramène autour de 41 000 $. Donc, imaginez un peu les personnes qui aujourd'hui se mordent les doigts en prenant des profits autour de 100 000 sur Bitcoin. Peut-être qu'ils vont encore se mordre les doigts un moment si on va jusqu'à 150 000 ou je ne sais pas où sera le top de ce cycle. Mais 150 000, c'est pareil. Ne serait-ce que si on revient par la suite autour de 80 000, ça fait un moins 46. Si on revient autour de la zone de sortie, ça fait un moins 56, autour de 65 000. Et si on revient autour de la moyenne mobile 200, c'est moins 72. Très certainement que si on va à 150 000, elle remontera suffisamment pour qu'on ait plus tard une baisse que de moins 60 ou dans ces eaux-là. Mais dans tous les cas, vous voyez que peu importe comment on déroule ce scénario, on a à minima du moins 40, moins 50, moins 60, quelque chose dans ces eaux-là, même sur Bitcoin. Donc là aussi, j'essaie pas de prévoir ou prédire ce qui se passera dans le futur. On a fait moins 78 sur le cycle précédent, après avoir fait moins 89 et moins 85 sur les deux cycles précédents. Donc certainement que la baisse sera très largement amoindrie sur ce cycle et qu'il y aura bon nombre de personnes qui seront du côté institutionnel très intéressées pour acheter du Bitcoin basiquement à moitié prix. Mais j'attire quand même votre attention sur ça. C'est pas parce que vous prenez des profits aujourd'hui à 100 000 que dans un premier temps, vous avez le top parfait. Donc, vous risquez de vraiment vous faire mal à la tête plus tard en vous disant mais pourquoi j'ai vendu à 100 000 si ça va à 150 000? Mais si on refait la petite gymnastique qu'on a faite tout à l'heure, on a effectivement un actif qui a déjà fait 542% et en gros sur lequel, en sortant un peu à 50 000, vous vous privez de quoi 20% si on va à 120 000 et une cinquantaine de pourcents si on va à 150 000. Les plus optimistes diront 200 000, 300 000, machin bidule. Je ne suis pas du tout dans ce genre de délire. Et jusqu'à preuve du contraire, voilà, on a un RSI qui est déjà en train d'arriver à 77 en hebdomadaire. La dernière fois, on a eu un RSI qui a pseudo-top pour la consolidation de 8 mois autour de 89. Et au printemps, non, pardon, on était même moins haut au printemps d'ailleurs. On a eu sur le cycle précédent, autour de janvier, on était autour de 95. On avait fait une réciproque qui finalement était largement plus basse au moment de novembre 2021. J'attire aussi votre attention par rapport au RSI en particulier, puisque ça fait partie des top signaux de surchauffe du bull run qui d'ailleurs doit être épinglé ou pas loin sur le fil Twitter au niveau des signaux et des indicateurs. C'est pas parce que le RSI en hebdo, voire parfois en mensuel, arrive dans la zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus de 70, qu'elle ne peut pas y rester un moment et que même à partir du moment où le RSI repasse en dessous de 70, le cours peut continuer pendant un laps de temps, un peu comme on l'a vu entre le printemps 2021 et l'automne 2021. On peut continuer de progresser au niveau du cours pendant que le RSI, lui, continue de baisser. Basiquement, ce qu'il faut surveiller par rapport au RSI, au-delà du fait que là, il est en train d'arriver en zone de surachat, c'est qu'effectivement, on a peut-être une zone ici de polarité où on voit que on a un peu autour de 42, 44. Je me l'étais mis de côté à l'époque. On avait une zone qui était assez parlante. Il faut aussi le cumuler au mensuel. Mais en gros, on a une zone de délimitation qui nous sépare du bull run par rapport au bear market, qui sur le RSI réglé en basique, donc ça doit être du 14 périodes hebdomadaires, est autour de 44. Et en fait, à chaque fois qu'on repasse en dessous,
et là, c'était finalement la zone en 2021 qui était autour de 30 000, on peut considérer qu'on est en bear market. Le souci étant, c'est que par rapport au top, et ne serait-ce que pour revenir à l'intermédiaire où on réalise qu'on est en bear market, effectivement, on s'est déjà pelé moins 55%. Donc, inutile de vous dire que déjà là, votre bague, il est à moitié bousillé. C'est pour ça aussi que la plupart du temps, il vaut mieux prendre des profits quand on est dans le vert plutôt que quand on se retrouve à moins 55 et a fortiori à moins 70%. Donc j'en ai fini pour la gestion du risque, pour le côté capitalisation, le côté action. Un petit coup d'œil à MicroStrategy qui a touché le soleil à 540. Il s'en est trop approché même et il s'est fait repousser sur cette bougie qui pourrait être la bougie de top de MSTR de moins 25, moins 26% en séance. Donc là, que dire de plus? On a des volumes qui sont dégénérés en bas. On a une action qui continue via un motif de leverage quelque part, de continuer de vendre des notes qui pourront être converties plus tard d'ici 2029 en actions, etc. Donc en gros, le pari de Michael Saylor, pour résumer, de MicroStrategy, c'est de faire du prêt quasi auto-collatéralisé comme on l'a dans la DeFi, tout en ayant un horizon de temps où on se dit que d'ici plusieurs années, d'ici 3-4 ans, on aura effectivement un Bitcoin qui sera plus haut et un MSTR qui sera plus haut. Donc très certainement que ça sera le cas. La seule question que je me pose, comme je vous l'ai décrit à l'instant, c'est si au cours du bear market, on prend moins 50, moins 60 ou dans ces eaux-là au niveau du Bitcoin et qu'il commence à devoir rembourser ou que des personnes prennent peur justement sur l'action de MicroStrategy, qu'est-ce qu'il pourrait se passer derrière? Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que le mécanisme est très safe, qu'il n'y aura aucun problème, que tout va bien dans le meilleur des mondes. À chaque fois qu'on nous a dit ça sur le marché crypto, on sait exactement comment ça s'est terminé derrière. Donc, je veux bien croire les aficionados de la bourse trad que tout va bien se passer sur MicroStrategy, mais j'ai quand même un doute à l'arrivée que l'intégralité du monde entier sur plusieurs années gagne des sous sur MSTR et sur Bitcoin. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une contrepartie en bourse, vous vous en doutez bien. On en vient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, très certainement, et qui vous intéresse vous en tant que particulier qui sont et que nous sommes sur les alts, les fameuses altcoins. Donc à partir de là, je vais en passer quelques-uns sur ma watchlist et en même temps, je regarderai le chat et je passerai vos altcoins, bien entendu, pour faire le point par rapport à tout ça. Je vous garantis pas de pouvoir passer 100% des alts du chat, bien entendu, mais j'essaierai de faire mon maximum pour essayer peut-être d'en passer, je sais pas, quelques dizaines sur la grosse demi-heure qui vient et comme ça fera 1 heure et demie ensemble où on regardera au niveau des altcoins. Donc déjà, je vais prendre ma liste comme ça en les passant rapidement et si je trouve que c'est pas intéressant, je m'arrêterai pas dessus, je vous dirai c'est juste pas intéressant. Algorand, qui est un projet qui date de 2018-2019 dans ces eaux-là. On a malgré tout une action de prix contre le dollar avec du volume qui est en train de rentrer. Là aussi, ça ne veut pas forcément dire que parce que je l'ai en watchlist ou parce que je vais dire quelque chose de positif ou de négatif que j'en ai en portefeuille. Donc voilà, n'en tirez pas des conséquences ou des conclusions un peu trop hâtives. En tout cas, Algorand, belle zone de polarité sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et effectivement, s'il arrive à reprendre les 25-26 centimes, on pourrait avoir un truc un peu plus appuyé par rapport à ce projet et ce réseau qui, si je dis pas de bêtises, a continué de se développer d'un point de vue fondamental plutôt pas mal. On a XRP Ripple, très belle congestion ici où on avait finalement un range un peu à la Chainlink. Il en sort avec vigueur. Donc, toutes les moyennes mobiles étaient paquées ici pendant très longtemps. C'est finalement aussi un peu les fondamentaux qui rattrapent la SEC et Gensler. Et au final, on risque d'avoir une administration qui effectivement arrêtera de mettre des bâtons dans les roues de projets tels que Ripple XRP. Personnellement, je n'en ai pas. Félicitations à ceux qui l'ont pris, même d'un point de vue spéculatif, et qui ont rentré un peu plus d'un fois deux en 2 bougies ici. Après, d'un point de vue des points hauts, on a 1,95$ et autour de 3,34$ pour XRP. Harmony One, je l'avais gardé puisqu'il était en train de travailler ici autour de cette zone qui me plaisait plutôt pas mal.
pareil, je ne l'ai pas rentré. Ça reste, si je dis pas de bêtises, un des projets qui s'assimilait un peu à tout ce qui était Oracle, mais de souvenir, je crois que c'était pour un réseau en particulier. Donc, d'un point de vue spéculatif, pourquoi pas? D'un point de vue fondamental, j'ai pas du tout suivi. HBAR, Hedera Hgraph, qui là aussi a une belle communauté engagée. Il y avait quelqu'un qui encore récemment me disait dans les commentaires YouTube pourquoi tu ne parles pas de Hedera Hgraph. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, il est passé de 40 centimes, 0,040 pardon, à 13, quasi 14 centimes. Donc, belle remontada du volume pour Hedera Hgraph. On avait un point du printemps qui était autour de 18 centimes et un ATH autour de 57, 58 centimes. Donc, clairement, là, on a des actifs qui se laissent pas compter, hein, au moins contre le dollar. Et après, je vous invite systématiquement, quand vous avez un alt sur lequel vous avez plein de convictions, du bon fondamental ou des trucs, à systématiquement aller le voir également contre le Bitcoin, bien entendu, puisque les charts contre le Bitcoin, la plupart du temps, ont tendance à pas mal tirer la gueule. On avait Ava qui est pareil dans un range, mais pour l'instant, pas de volume, pas de break. Trop mou du genou pour être intéressant en l'état. Ada Cardano, qui après avoir travaillé le support long terme des 35-36 centimes, a fait comme XRP, est parti comme un diable. Donc là aussi, c'est un truc qu'on avait un peu trop vite enterré au cycle précédent et qui nous a poussé quand même une performance, je vous le mesure ici contre le dollar, de plus 17 000%. On revient toujours pas de ce qui s'était passé sur ADA, puisque pour la petite anecdote, on avait des gens dans la communauté qui étaient à moins 99 sur ce token au bear et qui en sont sortis avec des milliers de pourcents en positif. Donc, franchement, c'est assez fou parfois ce qui se déroule sur le marché crypto. Après, quand même, faites attention, ce genre de résurrection express, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc, voilà. On a la moyenne mobile 200 qui a été franchie autour de 75, 86 centimes aujourd'hui. Petite zone dure peut-être ici, justement, comprise entre les 80 et les 1 dollar symbolique pour Ada Cardano. On va voir ce que ça va donner avec un ATH aujourd'hui qui se trouve à 3 dollars. Atom Cosmos, vous en avez en portefeuille et lui, j'en ai par contre depuis longtemps et j'en avais acheté beaucoup plus cher que maintenant, donc tristesse. Je sais que c'est un bug qui est largement observé du crypto Twitter FR et qui est devenu presque un mème à lui tout seul. Depuis 3 semaines, on a du volume qui est en train de rentrer, la zone de polarité qu'il est en train de traverser, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, à part la moyenne mobile 20. Donc dans un premier temps, on visait la moyenne mobile 200 autour de 14 dollars, ça fait un fois 2,5 à peu près. Et ensuite, on aura peut-être ici un point de blocage à 17, 21 et un ATH qui aujourd'hui se trouve autour de 45 dollars. Donc clairement, ça fait pas forcément partie des projets que je vois aller rechercher son ex-ATH ou des trucs comme ça. Mais à minima, même si vous ne croyez pas revoir ce genre de projet sur des ATH, on peut se fixer des médianes qui, la plupart du temps, sont plutôt pas mal alignées avec justement cette fameuse moyenne mobile 200. Donc s'il n'y a pas d'alt-season en bonne et due forme, autour de 14-15 dollars, par exemple, pour Atom, s'il y a une alt-season, on visera du 20-30 dans ces eaux-là. C'est à peu près comme ça que j'essaie de me matérialiser les choses. Et si jamais on va vers des ATH pour absolument tous ces projets des cycles précédents, tant mieux pour nous. Mais c'est pas ma manière de fonctionner et de réfléchir aujourd'hui. Bien entendu, ça n'est que ma façon finalement de travailler. Je ne peux que vous inviter à en avoir une différente qui collera à votre propre psychologie et à ce que vous attendez vous-même que le marché crypto vous délivre. ICP sur support, que dire de plus? 9-10 dollars. C'est plutôt clean, hein, ICP, Internet Computer. Je crois que par contre, le fondamental était peut-être un peu décrié sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer des trucs un peu voilà, ambigus parfois autour de Internet ICP Computer. Donc, je ne sais pas du tout où ça en est de ce côté-là. ZRX qui est un projet sous 2018. Donc, pareil, j'en ai plus en portefeuille. Mais pour la petite anecdote, BAT, Basic Attention Token et ZRX m'ont permis de remonter la pente en 2019 quand j'ai perdu 50% de ce que j'avais investi en décembre 2018. Remember les fameux 6000 à 3000 que tout le monde pensait impossible au niveau de BTC. Donc en gros, il y a eu un moment où j'avais mis 3000 dollars et supplémentaires en fait en fin d'année. Et le lendemain, ou 2-3 jours plus tard,
Les 3000 balles que j'avais mis, ils s'étaient déjà fait évaporer par le marché au moment où justement le Bitcoin avait chuté de, ouais, c'est ça, 6000, 6500 $ à 3000. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé sur début 2019, c'est que j'avais détecté ici des micro-mouvements en journalier. On le voit peut-être un peu moins en hebdomadaire, mais c'était pareil du côté de Basic Attention Token. Et en fait, sur mon tout premier compte qui était Coinbase, j'ai effectivement pris des petits trades comme ça en mode revenge. C'est certainement pas le bon truc à faire, hein, bien entendu, mais où je faisais des all-in à coût de 5000 balles. C'était un peu le max que j'avais sur mon compte à ce moment-là de Coinbase. Et je mettais 5000 sur un BAT à 0.08 et je ressortais à 0,10, 0,12. Et en gros, ça faisait ça un peu en boucle. Donc, j'ai réussi à me reconstituer à peu près les 15 000 € que j'avais mis sur la table et sur lesquels j'avais perdu moins 50. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'aller me refrotter à du 0x ou des trucs comme ça? Voilà. D'un point de vue pur spéculatif, ça se tient plutôt pas trop mal. D'un point de vue fondamental, c'est trop vieux, trop voilà, désuet désormais. Le creux de crypto.com, plutôt clean, petite consolidation ici. On avait donc un point autour de 0.07. On vient de travailler les 0.20. On a zone de consolidation assez dure ici, hein, autour justement des 0.20, 0.30. Et on a un ATH proche du dollar symbolique pour le projet de crypto.com. Avax Avalanche qui, pareil, ne s'est pas laissé compter sur la reprise printanière. C'était plutôt cool de voir ça. Donc, que dire de plus? On a un actif qui est parti de 9 $ vers les 65. On a un ATH à venir chercher autour de 150. Et aujourd'hui, une consolidation au-dessus de la moyenne mobile de 100 à 37 $. Donc, on a du volume qui est en train de rentrer. D'ailleurs, tous ces petits volumes qu'on peut apercevoir sur des gros projets bien capitalisés, c'est peut-être aussi le précurseur, hein, de ce qui risque d'arriver au printemps. Et j'espère, comme vous tous, qu'effectivement, on aura un semblant d'alt season. Le suivant, c'est ENA. Etena étant trop jeune pour quoi que ce soit, je ne vais pas m'attarder dessus. Je le suis comme ça d'un œil pour voir ce qui se passe, mais j'en ai pas plus à vous dire. Trop jeune, finalement, hein, c'est ce qui résume le truc. Chiliz, j'en ai pas en portefeuille. Par contre, contre le dollar, il est dégradé. Donc, ce qui me fait dire que contre le Bitcoin, il est très dégradé. On fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts qui sont pareils. Donc, clairement, j'irai pas sur Chiliz ni à court ni à moyen terme. Je pense que c'est un projet qui a connu son heure de gloire au cycle précédent, mais voilà. Quand bien même la proposition fondamentale est bonne du projet Chiliz, j'irai pas sur ce token. Kusama, qui est le testnet de Polkadot, on est en train de travailler depuis très longtemps une zone comprise entre 15-16 à 25-26 $. À minima, on pourrait viser pour ce truc peut-être un retour ici, autour de ces points hauts du printemps, c'est-à-dire 64-65 $. Et ensuite, on a des petites zones comme ça, autour de 105-106 $ et une zone dure de nouveau. Toutes ces mèches qui avaient été travaillées dans l'entre-deux autour de 155 $. Donc, ne serait-ce que si on revoyait voilà, un truc comme Kusama passer à entre 65 et une centaine de dollars, ça serait déjà vraiment plutôt pas mal. Polkadot, pareil, il avait bien travaillé les 3,60 $, on est autour de 6,43 $. Point haut du printemps à 12 $, moyenne mobile 200 à 13,50, qui d'ailleurs est pas mal aligné avec un point d'intérêt ici de 2021. Donc, à voir ce que ça pourrait donner pour Polkadot. On a à ce jour un ATH à 55 $. Pareil, fondamentalement, c'est pas des projets sur lesquels je vise un nouvel ATH ou même l'ATH tout court. C'est des projets qui ont vraiment bien vécu au cycle précédent et qui, même avec le prix du token d'aujourd'hui, sont déjà pas si mal capitalisés. Donc après, c'est un peu le discours que j'avais tout à l'heure en introduction de cette vidéo. Est-ce qu'on va vers un market cap des altcoins qui fait de 1700 milliards vers 2000, 3000, 4000 ou est-ce qu'on fait la giga fusée comme ils le mettent sur le CTEN US en passant de 1700 milliards à 10 000 milliards du côté des alts? Personnellement, je suis du côté des raisonnables. Je pense qu'un x2 déjà du market cap des alts, ça serait déjà énorme. Mais voilà, comme d'habitude, je vous laisse seul juge de vos propres rêves. On avait Mana Decentraland qui, pareil, si d'un point de vue spéculatif, ça peut s'entendre, est un projet beaucoup trop vieux désormais pour retrouver une force réelle d'attraction au final. Donc, on a un truc qui ne se laisse pas complètement mourir, mais qui, face à Bitcoin, doit être pas mal dégradé malgré tout.
Donc, est-ce qu'on aura un retour du gaming, des NFT, des métavers et tout ça? Aucune idée. Et franchement, ça m'a tellement pompé l'énergie en 2021 qu'aujourd'hui, j'ai même plus vraiment envie de m'y intéresser personnellement. 9,35 $ pour Uniswap. Donc lui, il a plutôt pas mal vécu son bear market. On était quand même de mèche à mèche sur un moins 93. Donc on dirait pas comme ça, mais oui, il a quand même pris son shoot. On a désormais une consolidation qui est pas dégueu. Un token, je sais pas d'ailleurs si ça avait été validé d'un point de vue de la DAO, qui était censé redistribuer des frais, un peu comme ce qui est en cours par rapport à AAV aussi. Et dans ce genre de projet aussi décentralisé, on a DYDX qui, eux, redélivrent déjà, d'ailleurs en USDC, si je dis pas de conneries, les frais aux personnes comme du DYDX et qui les ont stakés. Chainlink, un des projets aussi qui est les plus retenus et soutenus par la communauté CryptoFR, puisque c'est un des projets qui est clean, dont on a super besoin en termes d'oracle. Qu'est-ce qu'un oracle? Pour faire super court, on essaie d'aller chercher des prix dans la vraie vie pour l'apporter à des smart contracts qui, eux, n'ont pas la possibilité de le faire, en fait. Donc, c'est un pont entre le juste prix et ce qu'on pourrait avoir en termes de besoins et derrière un contrat froid qui, la plupart du temps, n'a pas été codé justement pour avoir une interface d'Oracle lui-même. Et on a besoin aussi d'un tiers de confiance au final pour ne pas avoir des prix qui seraient manipulés à la hausse ou à la baisse, puisqu'il s'agit quand même derrière de faire tenir tout un édifice. Et notamment en DeFi, on a besoin de prix qui sont à la fois réels et à la fois le plus rapide possible d'un point de vue de ce que ça peut représenter quand on a des hausses et des baisses importantes. Et à ce jour, d'ailleurs, si on n'avait pas d'oracle, je pense, sans trop m'avancer, que ça serait très difficile d'avoir une quelconque DeFi efficace et efficiente sans se prendre tous les 4 matins des liquidations de tous les côtés. Bref, un projet qui est au contact de sa moyenne mobile 200 autour de 15 $, un point haut du printemps à 23 $, un ATH à 53. Là, par contre, sur un projet comme Chainlink, malgré le fait qu'au cycle précédent, on a eu un retour sur investissement qui était peut-être un peu inférieur à ce qu'on aurait pu s'attendre quand on voit comment on pump les autres tokens, je pense qu'on a à minima la possibilité de venir chercher ici le cluster des 30 à 35 $ et peut-être l'ATH pour Chainlink. Après, j'essaie pas de pousser dans un sens comme dans l'autre. J'en ai peut-être 1% en portefeuille crypto, donc c'est pas ça qui me changera la vie si le truc il va à 30 ou 50 $. Mais voilà, je préfère être transparent sur tout ça par rapport à ce que je suis en train de raconter. PP, même coin ultra porteur sur ce cycle. Est-ce que la performance n'est pas déjà derrière nous? Ben si, clairement. Est-ce que les mêmes coins vont continuer d'être porteurs? Très certainement. Mais est-ce qu'ils le seront dans les proportions qu'ils ont déjà connues? La réponse est certainement non aussi. CRV, Curve, qui fait partie intégrante de la DeFi, après une grosse déviation ici, et comme ça avait été traité avec Manu, notamment en live, effectivement, on a désormais suffisamment de liquidation, et notamment du côté du créateur Michael Egorov, si j'écorche pas son nom, qui avait des positions à risque, etc., de la bad debt, comme ils disent. Voilà, tout ça est rentré dans l'ordre au final. Un token CRV qui est venu se stabiliser autour de 22 centimes et on est en train de reprendre donc la zone clé des 35 à 40 centimes. On a du volume qui est là depuis 3 mois sur CRV. Je sais toujours pas ce que ça va donner. Personnellement, je n'en ai pas. Je sais que Manu en a pas mal. À m'investir quelque part sur la DeFi, je préfère avoir du AAV, peut-être du Uniswap ou des trucs comme ça, plutôt que d'aller chercher la couche de risque supplémentaire sur CRV. Mais peut-être que d'un point de vue risque-récompense, effectivement, il y a un peu plus à tirer du côté de CRV, mais je n'en ai pas aujourd'hui. MNW, Morpheus Network, 33 centimes, complètement décevant. C'est un bon projet puisque on en avait parlé, je crois, il y a 2-3 ans en arrière. C'est la supply chain. Ils avaient des partenariats avec FedEx et UPS qu'ils doivent d'ailleurs toujours avoir. C'est un des points d'application de la blockchain qui sont les plus intéressants, je pense, à ce jour. La traçabilité. Et pour l'instant, ça a quand même du mal à prendre dans la vie réelle. Et pourtant, le MNW de leur réseau était quand même au centre de l'utilisation et l'est toujours. Donc,
Franchement, je faisais tourner un node autour de MNW. J'ai pas regardé depuis longtemps où ça en était parce qu'on peut pas tout le temps tout regarder non plus. Mais j'irai pas remettre des billes aujourd'hui sur ce type de projet qui, en tout cas, d'un point de vue du price action, n'a pas l'air de se maintenir a fortiori, voilà, de façon, on va dire, avec de la vigueur et de l'engouement autour du truc. Rose, donc pas plus, pas moins, travaille autour de 77 0077. J'en ai pas non plus en portefeuille, je l'avais gardé en watchlist parce qu'il colle régulièrement autour de cette zone. Après, j'ai pas grand chose à dire autour de ce projet que je ne maîtrise pas énormément d'un point de vue fondamental. Le ratio sol ETH, qui démontre, si on avait besoin de s'en convaincre, qu'on a un Solana qui est très fort face à Ether. Donc ça aussi peut-être surveiller sur l'ETH lorsqu'on aura ETH BTC lui-même qui commencera à reprendre un peu signe de vie, si on n'a pas à ce moment clé aussi une charnière autour de Sol ETH qui viendrait à se retourner et là on aurait véritablement des flux qui rentreront du côté d'Ether. VeChain, et ça avait été réclamé sur le chat, donc je le passe en même temps. On est autour de 0032. On a eu une belle période de travail, d'ailleurs autour de cette zone entre 20 centimes et 23 0,20 0020 et 0023. Donc j'ai tendance à dire centimes, mais du coup c'est encore une virgule après les centimes. Que dire de plus? C'est un projet qui, pareil, était résolument 2018-2019. Il y avait eu une performance d'ailleurs qui était complètement folle, mais qui est même pas la performance de ce cycle précédent, c'était encore sur le cycle précédent. Et donc, on avait quand même fait en 2021 un 17 000% sur le VET. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce type de projet pour ce cycle. On a du volume qui est en train de rentrer depuis 2-3 semaines. Voilà, on a une moyenne mobile 200 ici qui est alignée autour de 0,050 et à ce jour, un ATH autour de 0,27. Le souci étant, et d'un point de vue de la concentration des portefeuilles des personnes qui ont déjà fait 1 ou 2 cycles, c'est que personnellement, quand bien même on peut avoir un fondamental qui a continué de se développer sur VeChain, j'ai pas fondamentalement envie d'aller m'exposer comme ça et de chercher une couche de risque supplémentaire sur des trucs qui ont autant d'antériorité. Au final, c'est plutôt ça aussi le nerf de la guerre sur ce cycle. On a le pôle qui représente Matic, donc on perd toute l'antériorité du chart ici. Il faudrait retrouver le chart avec son ancienne vie. Donc Matic, que dire de plus, si ce n'est qu'au-delà du chart que je ne peux pas plus exploiter là, vu ce qui est affiché, on a eu un fondamental qui, petit à petit, a malheureusement un peu déçu depuis 2 ans. De souvenirs, si je dis pas de bêtises, dans le top crypto altcoin de 2022 pour 2023-2024, je l'avais mis en 3e position. Aujourd'hui, clairement, ça représente plus ni la 3e position dans mon classement, si je devais refaire un top en 2024, ni dans mon portefeuille. Donc, j'ai gardé les Matic /Paul maintenant que j'avais à l'époque, mais je n'ai clairement pas rechargé, puisque au vu de tout ce qui s'est déroulé depuis 2 ans, effectivement, pour moi, il est devenu moins sexy que ce qu'il l'était. Ça n'en fait pas pour autant un mauvais projet, mais voilà, il a connu son cycle de vie, la team a pris des décisions, a pris des directions, donc on s'ajuste et on fait preuve de flexibilité. Je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite parce que j'en ai encore beaucoup même dans ma watchlist et derrière vous en avez certainement vous que je n'ai pas dans ma watchlist, donc on va essayer de ne pas faire 2 heures là-dessus. Celestia qui est en train de se contracter dans un grand range ici, donc à voir ce que ça pourrait donner pour la suite, pour un token qui avait fait quand même une perf depuis son listing. Et attention, ça reste un token VITSI, donc il y a beaucoup d'unlock en cours de route. Il avait fait un 2000% en début 2024, ou du moins c'était fin 2023 d'ailleurs. Le flow, 0,71, pareil, il se laisse, quoique si c'est baissier, c'est même très baissier. On a un ATH autour de 42-43 dollars et on est venu chercher 40 centimes. Donc là aussi, ben voilà, c'est des trucs où finalement, je vois aujourd'hui des gens qui vont vous dire mais c'est le moment parfait d'acheter des trucs comme ça va bien se passer, nanana. Et le souci, c'est que quand vous avez un chart comme ça face au dollar, je vous raconte même pas le délire face à Bitcoin. Le truc, il est en train de faire ça, en fait. Et c'est là où, plutôt que d'aller chercher systématiquement
le risque sur le petit truc qui a pas trop de cap et un prix attractif sous le dollar symbolique, et en se disant si je rentre à 71 centimes et ne serait-ce que si je vais jusqu'à la médiane ici autour de 4 dollars, 5 dollars, voilà, ça va me faire une belle perf sans même viser d'ailleurs l'ATH qui aujourd'hui se trouve à 42, 43 dollars. Il y a des gens qui vont réfléchir ce genre de chart à vous dire c'est le moment opportun parce que c'est à plat, ce qui d'un point de vue technique et chartiste est vrai, mais en se projetant sur un retour systématique sur un point d'ATH qui, là, pour Flo, vu le chart, je vais pas mettre ma main à couper parce que j'y tiens encore à mes mains, mais je pense que légitimement, on peut se dire que ce genre de chart, il ne reverra jamais son ATH. Donc, je ne peux pas dire jamais, bien entendu, mais c'est typiquement pas le truc qui, d'un point de vue de ce qu'il me montre, chartistement parlant, sans maîtriser le côté technique, me donne envie de rentrer pour le hold de quelques mois, voire quelques trimestres. C'est plutôt ça la réflexion. Après, on aura beaucoup de charts, et là c'est pareil pour AXS, où au final, effectivement, on a des petits points de contraction, des petits rectangles, et c'est vrai que d'un point de vue purement technique, c'est plus intéressant de s'intéresser à un token quand on est dans une box, comme ça l'a fait pendant longtemps sur Chainlink, comme ça, à plat, un point de désintérêt, plutôt que quand on était ici. Typiquement, voilà. À l'époque, AXS, c'est génial. Tout le monde aux Philippines est en train de se faire des couilles en or. Les mecs, ils se font construire des châteaux. Et derrière, on a compris comment ça a terminé. Donc, c'est peut-être le moment, oui, pour s'intéresser à ce genre de token. Mais voilà, personnellement, je cherche des trucs qui ont encore plus de vigueur, encore plus d'envie et peut-être un momentum un peu plus porteur. Et à ce compte-là, on a un Solana qui effectivement vient chercher ses 260 dollars. Une action de prix sur laquelle j'aurais clairement pas parié au point bas ici de janvier 2023 lorsqu'il était autour de 8 dollars. On est désormais sur un quasi 3200% sur ce cycle pour Solana. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller chercher quelques dizaines de pourcents supplémentaires, bien entendu? Est-ce que la performance est désormais complètement derrière nous pour Solana? La réponse est aussi bien entendu. Donc faites attention à vous autour de ça. Je sais qu'il y a des gens qui lancent un peu sur les réseaux des targets en mode 500, 1000, etc., etc. Comme d'habitude, faites attention. On viendra peut-être chercher quelques cinquantaines ou quelques centaines de dollars supplémentaires sur Solana, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. RLC, projet de 2017, 2018. Je ne sais même plus quand est-ce qu'a été la genèse de RLC à Exec, mais vieux. Après, c'est un truc qui a tendance à chaque cycle à nous faire une petite contraction et un pump derrière. Donc, avoir un peu le côté fondamental, le côté d'épine. Est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Est-ce que ça rentre un peu dans la catégorie IA aussi? Voilà, peut-être pas super convaincu pour un projet qui a un bon fondamental et une excellente équipe derrière et qui sont basés à Lyon en France. Mais d'un point de vue du price action, bon, pas dingo. BNB, pour qui ça sera très certainement une promenade de santé d'aller lui aussi faire un nouvel ATH en mode Solana. Ça représente aujourd'hui le fleuron, entre guillemets, des échanges centralisés avec Binance. Est-ce qu'ils ont su se renouveler? Est-ce que les problématiques qu'ils ont rencontrées en cours de route ne les ont pas un peu plombées? Est-ce que la DeFi ne leur prend pas des parts de marché? Est-ce que Coinbase, comme ils ont été les choisis institutionnels aux États-Unis, notamment pour les ETF, ne risque pas de leur faire de l'ombre plus tard? C'est tout ce qui est en train de se jouer aujourd'hui autour du BNB. Le BCH, vous en ferez ce que vous voulez, je ne m'attarde pas là-dessus, de même que Litecoin. Litecoin, voilà, ça reste un petit Bitcoin, mais que dire de plus? J'en ai un fonds de portefeuille, mais j'irai clairement pas m'exposer là-dessus, quoi, aujourd'hui. Le band qui a travaillé son dollar symbolique, petite contraction de prix. Il est peut-être un peu moins dead que les autres. On voit qu'il y a eu une belle pente ici. Il est en train d'essayer de travailler au long terme les supports, mais pareil, compliqué, hein, compliqué. Maker, qui fait partie de la DeFi, pareil, on a eu un bear market assez prononcé et notamment un hiver DeFi prononcé. C'est encore un peu trop tôt, mais on a un point pivot ici autour de 1840 et un point haut du printemps qui était autour de 4000 dollars pour Maker DAO, qui d'ailleurs a peut-être rename depuis.
Je suis plus vraiment ce qui se passe sur tous les projets DeFi, donc c'est catastrophique. Et s'il y a des gens dans le chat qui pensent que leur altcoin, ouais, Sky, c'est ça. S'il y a des gens dans le chat qui pensent que leur altcoin est toujours porteur, par exemple Band ou des trucs comme ça, mais tant mieux pour vous. On n'a aucun souci avec ça. Je vous dis juste que là, en l'état du chart, personnellement, je n'irai pas en acheter. Mais après, si vous en avez et si vous avez encore envie d'en acheter des brouettes aujourd'hui, vous faites absolument ce que vous voulez. Tu as peut-être dit un mot qui était banni, Scrappy94. Le titre explique que c'est le live du Shield Shitcoin. Non, pas du tout. Le titre, c'est de passer les alts les uns après les autres et de voir s'il y a encore des trucs qui donnent signe de vie, tout simplement. À ce jour, personnellement, je m'en tape le cul par terre, hein, pour être tout à fait honnête, de si les alts vont monter, pas monter. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont traversé 2017, 2021, etc., le but aussi aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des alts porteurs pour vous. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui attendent en fait, comme le Messi, qu'on ait une alt season qui de nouveau rende riche tout le monde. Mais c'est arrivé en 2018, c'est arrivé en 2021. Qui te dit que ça va arriver en 2025? C'est ça plutôt la question. Et à partir du moment où tu arrives à faire un tri, entre guillemets, ben, tu t'en sors plutôt pas mal des fois. Illuvium, on est dans le gaming et 39-40 $, gros volume. Ça fait partie des trucs gaming métaverse du cycle précédent. J'ai pas envie de m'exposer dessus, mais pourtant le projet et le jeu est bon. Donc voilà, pas plus, pas moins. Dogecoin, le dinosaure des meme coins qui est plutôt pas dégueu. Que dire de plus? Beau travail autour des 0,10 et résolution haussière. On a un ATH à venir chercher autour de 73. On est aujourd'hui autour de 40 centimes. Donc clairement, si on a une alt season, là oui, on peut considérer qu'on viendra chercher l'ATH pour Dogecoin. Qu'est-ce que j'avais encore? Litecoin, on l'a déjà passé. Optimism. D'ailleurs, c'était marrant de voir que dès que Ether reprend un peu de poil de la bête, on a Optimism et Arbitrum qui ont repris aussi. Donc, pas plus, pas moins. J'en ai un tout petit peu, mais c'est pas des trucs que j'ai envie de méga recharger. Les Layer 2, j'attends que le Layer 1 Ether déjà ait un peu plus d'engouement. TRX qui a fait un nouvel ATH, donc une blockchain qui est beaucoup utilisée en Asie notamment, mais beaucoup moins en Europe, voire aux États-Unis. Donc on a quand même un TRX qui depuis le point bas de 2020, allez, même si on ne prend pas la mèche, était à 0.010, avait fait un point haut ici à 18 et on fait un nouvel ATH pour Tron. Le PSP de Paraswap, qui là aussi est trop baissier, dégradé pour que j'ai envie de re-rentrer dessus. Malgré tout, aujourd'hui, Paraswap existe et est très souvent utilisé pour les swaps multi. D'ailleurs, oui, ça fait du multi-chain, notamment depuis la mise à jour Auguste ou un truc comme ça. Pareil, je peux pas suivre tout en même temps, donc ne m'en voulez pas. Mais quand on fait des swaps, peu importe, sur les agrégateurs ou des trucs comme ça, voilà, Paraswap est souvent mis en avant. Donc bon projet, mais un prix de token qui finalement est vachement cloisonné. Compound, pareil, à choisir entre Compound, Uniswap, AAV, vous connaissez ma préférence. Donc, on est dans une longue box ici, un long range qui est compris entre 26 $ et les 100 $ en haut, et on est pile poil sur la médiane autour des 50 $. Arbitrum, comme je disais, par rapport à Optimism, qui a repris un petit peu à partir du moment où Bitcoin lui aussi reprend. Donc, zone de polarité pour Arb autour de 77 à 80 centimes. Est-ce qu'il arrivera à retrouver la véritable pente haussière? En tout cas, on a 3 semaines de volume ascendant. Immutable X, bon, Layer 2 aussi. Malgré tout, un peu décevant. Il avait quand même repris une belle vigueur entre l'automne 2023, 50 centimes, et le point haut du printemps à 3,75 $. Donc, pourquoi pas, c'est pas un actif qui se laisse mourir en tout cas. Pour Tada en particulier, je ne vais pas m'attarder dessus puisque le chart parle de lui-même, et ils ont quand même pris des décisions récemment qui, d'un point de vue des tokenomics, devraient malgré tout faire son office. Donc, d'un point de vue fondamental, ils bossent comme des acharnés. D'un point de vue du lancement du token, on a eu 4 semaines de hausse quand il n'y avait pas encore de contrepartie vendeuse. Et derrière, malheureusement, ça a été énormément vendu. Le tonne de Telegram, qui est peut-être un peu oublié depuis le printemps de la crypto-communauté FR. Donc, on a quand même un travail important ici, autour de cette zone des 4 à 5 $.
À voir ce que ça pourrait donner. On a une fin de contraction entre moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20 ici. Il y a un momentum MACD qui va croiser boule autour de la zone neutre. Donc peut-être la relance par la suite du tonne de Telegram. C'est vraiment pas dégueu. J'en ai toujours pas en portefeuille, mais je vais m'y pencher après cette émission. Je fais le travail en même temps, vous voyez, avec vous. IGLD, Elrond, aïe aïe aïe, IGLD qui est énormément attendu aussi par la communauté FR, extrêmement baissier pendant ce cycle. Malgré tout, on a eu une reprise au printemps qui l'a fait passer de 23 $ à 78. Face à Bitcoin, c'est même pas la peine d'y penser puisque ça fait partie, comme bon nombre d'altcoins, de tous ces alts qui ne se sont pas relevés face à un BTC beaucoup trop fort. Donc, que dire de plus? La petite médiane de ce range à 40 $, le point haut à 62, 70, et peut-être si on a une alt season, à minima revenir visiter cette zone pour IGLD autour de 130, 135 $. Je ne sais pas du tout, pour tout vous avouer, ce que ça peut donner, ce genre de token, puisqu'on a malgré tout la team qui continuent de beaucoup délivrer et de parcourir la planète pour essayer de vendre leurs solutions. Notamment, j'ai vu Benjamin encore aux États-Unis récemment. Donc, la team est là, la communauté est là, le token est là et la blockchain de Elrond est là. Mais voilà, est-ce que le IGLD n'a pas eu une heure de gloire si forte, si puissante, si frénétique en 2021 que on n'arrivera pas à réaligner ce genre d'étoiles en 2024. C'est plutôt ça où finalement j'ai aussi un petit frein autour de ça. J'ai gardé mes IGLD du cycle précédent, j'ai gardé mes tokens de la galaxie Elrond du cycle précédent. J'attends malgré tout que ça arrive à faire un petit truc, mais à ce jour, c'est peut-être pas là aussi les trucs sur lesquels j'irai là dans l'immédiat avoir une envie pressante de poser la maison. Voilà. Theta, qui était censé devenir la plateforme décentralisée. J'ai pas suivi le fondamental. Le price action est dégradé comme tous les autres, mais pour l'instant, c'est en train de se remettre doucement. On a la zone à reprendre à 2,50 $ où nous attend aussi la moyenne mobile 200 à 2,77 $. Rocket Pool, complètement dégradé. Non, je rentre pas là-dessus. AAV face à Ether qui, depuis un mois à peu près, a corrigé après nous avoir fait quand même une belle poussée. Request qui fait pas plus en fait. Voilà, on a un truc sur support, mais ça fait des lustres que ça ne bouge pas. Le Gnosis qui nous a fait un beau truc au printemps. Ici, on était passé en octobre de 90 $ à 450 et depuis le point bas du 5 août de 130 à 263, donc clairement pas un truc qui est mort. Et Gnosis, comme vous le savez, qui édite notamment les Gnosis Safe et désormais les cartes, et ils ont encore une autre branche, mais voilà, je suis en train de me perdre à force de parler. Jupiter trop jeune, donc je fais pas de passage là-dessus. Rune, on l'a fait tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Je le repasse au cas où, mais voilà, c'est ça de faire trop d'alt d'un seul coup. C'est qu'on s'y perd. Travail autour du support ici des 3,24. On n'avait pas clôturé en dessous d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Et par la suite, donc résolution haussière, on a un point haut du printemps autour de 11 à 12 $. Ça, c'est pareil, c'est un projet du cycle précédent. Chromia, pareil. GHST, pareil. TRB, Taylor, on est de nouveau dans les oracles, si mes souvenirs sont bons. Travail long, du support autour de 57 $, un peu de volume, mais c'est un peu, ça monte, ça descend. Reserve Rights Token, RSR, un projet avec un très bon fondamental, mais qui là aussi est un projet du cycle 2020-2021, peut-être même avant. Je crois que RSR a désormais 2 cycles. Donc, en fait, la problématique à laquelle on va être confronté systématiquement, c'est est-ce qu'on vient chercher un x2, x3, allez, x5 si on a une alt season complètement folle du côté des alts, ou est-ce que on va sur des alts plus récents pour essayer d'avoir potentiellement mieux ou plus, mais tout en prenant le risque que au plus un alt est jeune, au plus on risque d'avoir comme ça des mouvements qui vont être extrêmement erratiques. Ape, je me prononce pas dessus puisque pas très intéressant autour des NFT, tout ça. Donc c'est pas un truc qui m'intéresse. Hein, donc je pourrais même me l'enlever de la watchlist. C'est pas un truc qui m'intéresse. Injective Protocol, on a quand même eu une remontada
C'est un peu un Solana bis ce truc, hein. De 2023 à 2024 où il a poussé un 4222%. Donc j'aurais clairement pas cru, hein, de nouveau, mais on avait beaucoup de volume qui était exécuté autour du point bas. Aujourd'hui, est-ce que la performance est derrière? Oui. Est-ce que la performance qui reste devant peut nous amener un petit quelque chose? On a un point haut du printemps qui était à 53 $ et on est à 25. Donc en gros, c'est un x2 pour aller retitiller le point haut du printemps. Est-ce qu'il rentrera en price discovery derrière? J'en ai aucune idée. 1,25 $ pour Fetch AI. Que dire de plus? Beau travail ici autour du support. D'ailleurs, désormais, c'est Asie, si je ne dis pas de bêtises. Ça représente aussi un peu le côté intelligence artificielle et ça vous démontre qu'après la frénésie qu'on a eue entre fin 2023 et début 2024 sur le domaine de l'IA, on a effectivement désormais quelque chose qui se pose ici. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que le mood nous permettra de revoir des points hauts sur l'IA? Je suis toujours assez dubitatif, mais voilà, je vous laisse seul juge justement de ce qui est en train de se dérouler dans le domaine. Personnellement, j'ai toujours défendu, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, le fait que IA/blockchain, c'est un peu antinomique parce que la blockchain n'a déjà pas assez de ressources pour se suppléer elle-même. Et au final, on se retrouve dans une position où l'IA est énormément consommatrice en termes de ressources. Donc, comme je vous le disais précédemment, Taobi Tensor, Fetch AI, Render ou des trucs comme ça, à aller sur des tokens ou des projets liés à l'IA, j'irai plutôt sur des renders où finalement on va capitaliser sur la disponibilité des ressources et le partage des ressources, et ça a un coût au final pour l'IA, plutôt que juste sur des projets qui s'assimilent à de l'IA pure et dure. Je ne sais pas si c'est très clair, mais au moins le message est passé. Lido, assez décevant, qui a été pas mal attaqué aussi par les États-Unis, mais qui malgré tout aujourd'hui est la plateforme numéro 1 sur laquelle on stake ses Ethers, et pas que. Donc à voir ce que ça pourrait donner pour la suite dans une petite contraction dans un range. Horizon, pareil, il est depuis très longtemps à plat. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce genre de token. GRT, The Graph, qui est en train de retravailler une zone de polarité ici autour de 23 à 25 centimes. On est sur un truc qui a énormément perdu au moment du bear market, très certainement entre moins 95 et moins 99. Je vais vous le dire, moins 98. Donc, bon fondamental pour The Graph. Cycle précédent, c'était un peu un des pontes aussi. Tout le monde était fou là-dessus. Voilà, le token pumpait énormément. Sur ce cycle, est-ce qu'on va retrouver un semblant de quelque chose? Je vous laisse seul juge. Aptos, pareil, trop jeune, mais par rapport à l'introduction, ne s'est pas laissé crever. C'est suffisamment rare pour le noter. AXL, Accelerate Network, dans l'air du temps de ce dont on a besoin en termes d'infrastructure et d'interopérabilité. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails du fondamental qui est très bon, avec Sergey à sa tête qui est vraiment une tronche. Et pour avoir été investisseur dans Accelar avant que ça sorte, je recevais les newsletters d'investisseurs. C'est vraiment un cerveau, le Sergey. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner d'un point de vue spéculatif, mais à ce jour, je n'ai pas encore vendu mes Accelar, qui sont d'ailleurs stakés, si je ne dis pas de bêtises, chez ce bon vieux Sam de Node Guardians, puisque quand on veut staker, on peut choisir effectivement chez qui on délègue. AV contre le dollar, je passe rapidement parce qu'on en a souvent parlé. Et après la sortie du range, ici, on est venu chercher la zone dure des 200 $. On a peut-être un point un peu plus dur à 290 ici, 280, et un ATH à 700 $ pour AAV. J'ai du AAV en portefeuille. Clairement, je ne vois pas un AAV à 700 $. Donc, tout ce qui se passera entre 200 et 300 $, personnellement, ça sera déjà voilà, plutôt pas mal, je pense, pour ce genre de token et de capitalisation. Une fois de plus, en me projetant sur les chiffres que je vous ai donnés au début, d'à peu près 1 x 2 en termes de capitalisation des alts. Bien entendu, si on fait 1 x 10 au niveau du market cap, que les objectifs seront revus à la hausse en cours de route. Métis, que dire de plus? Il ne se laisse pas mourir non plus, mais on a eu une baisse qui était assez costaud. 11 $ sur le point bas, et on a eu 148, 149 au cours de ce rallye haussier de 2024.
On a travaillé longtemps autour de 30 $. On revient au-dessus d'une zone supplémentaire ici. J'en ai pas en portefeuille, mais d'un point de vue technique, c'est pas trop dégueu. Le Caspa, très bullish pour le coup, l'inverse de tous les charts qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, en majorité. C'est pour ça aussi que c'était intéressant de faire le boulot aujourd'hui sur les alts avec vous. 14-15 centimes. On a malgré tout ici peut-être une phase qui n'est pas si folle qu'elle n'y paraît, puisque c'est un peu ce qu'on peut apercevoir en fait qu'on a eu sur bon nombre de charts. Si on l'inverse, ça va un peu plus vous parler sur ce qu'on appelle un rounding bottom quand il est dans le bon sens de la marche. Et donc, c'est-à-dire que c'est plutôt une pattern, ça, qui va se résoudre à la baisse. Donc, bien entendu que si on a une alt season, on va peut-être continuer de pousser un peu pour Caspa. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le genre de chart qui me donnerait envie de rentrer immédiatement, puisque on voit que ça fait pas mal de temps, dès lors qu'on est venu autour de 15 centimes, on a un ATH autour de 21 centimes, que finalement, ça se fait repousser à chaque fois. Et on n'a pas de gros volumes qui sont en train d'être exécutés. Ça peut venir plus tard, mais voilà, ce n'est pas un truc qui, d'un point de vue technique, me titille tant que ça. Hondo, très clean, très propre. Je ne maîtrise pas forcément les fondamentaux, mais actif jeune, du coup, au niveau de ce listing, est plutôt clean d'un point de vue spéculatif. Elf, trop vieux. Super, on est sur une plateforme NFT. Ça s'est pas laissé crever pour le coup. On a eu depuis la reprise de l'automne 007 à 1,60 $, d'ailleurs, qui est en train de bloquer ici. Attention à ce que ça ne soit pas une zone trop dure à passer pour Super. NIR, très bon projet, très bon fondamental. Action de prix du printemps qui a été vraiment excellente. On est parti de 1 $, on est allé autour de 9 $. On a un ATH à 20 $. Donc clairement, aujourd'hui, NIR Protocol, si on a une alt season, ça fait partie des projets autour de 6 $ ici que je pense qu'il peut largement revoir son ATH à 20 $ et certainement le franchir par la suite. Donc c'est là aussi où vous voyez, depuis tout à l'heure, il n'y a pas énormément d'alts, même des alts comme AAV que j'ai en portefeuille, sur lesquels j'arrive à me projeter aujourd'hui sur un nouvel ATH. Et c'est là où finalement, avec vous, sur une centaine d'alts ou je ne sais pas combien qu'on aura passé aujourd'hui, je vous démontre preuve à l'appui que c'est pas parce qu'on a un alt en portefeuille qu'il faut immédiatement se projeter sur des targets qui sont complètement folles, décorrélés de la réalité, décorrélés des capitalisations ou ce genre de choses. Pour autant, quand on a un actif qui est aujourd'hui à 5-6 $ et qui a poussé 9 $ au printemps avec du gros volume, un réseau qui tient bien, qui est utilisé, etc., eh bien voilà, NIR Protocol, très certainement qu'il ira en direction de ces 20 $ au cours d'une alt season. Ça reste des projections qui sont extrêmement simplifiées, vous vous en doutez bien, mais qui peut-être ne se réaliseront pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses. Alors, Sui, pareil, il a eu une action de prix qui était remarquable, notamment depuis le point bas du Yen Carry Trade le 5 août à 46 centimes et on est venu chercher 3,90 $ quasiment. Par contre, regardez ce qui est en train de se tramer en bas ici au niveau du RSI. On a notre belle oreille de chat avec des gros volumes. Donc, certainement qu'à court terme, on risque de marquer un peu le pas au niveau de Sui et peut-être pour revenir travailler cette zone ici autour des 2 $, tout simplement. On a un MACD qui est bien haut perché. Voilà, on a quand même pas mal de choses qui s'y prêtent. Aleph, pareil, beaucoup de gens en parlent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Aleph du projet français DeFi et il y a Alephium. Donc, je crois d'ailleurs que c'est celui-là juste après Alephium. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Comme ça, on ne fera pas de jaloux. On est en train de revenir sur le support autour de 12-13 centimes. Je n'en ai pas en portefeuille et personnellement, ça ne me donne pas ultra envie. On avait un point bas ici à 0,06. On est venu chercher 46. Ça a poussé sur fond de IA d'épines, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, pas plus, pas moins. DYDX qui partagent leurs revenus avec des volumes qui sont ascendants depuis quelques temps. Pareil, c'est assez décevant d'un point de vue du price action, mais on vient de réintégrer la box, un peu comme c'est en train de faire sur Curve finalement. Donc peut-être garder un coup d'œil de ce côté-là. GMX qui avait été énormément mis en avant par le CTEN US au cours du dernier cycle qui s'est retrouvé assez décevant sur cette reprise et qui finalement
fait partie de ceux qui redistribuent du revenu, donc c'est un peu dommage. Pendle, très bull pour le coup, très propre. Donc, que dire de plus dans un petit canal parallèle ascendant. Attention toutefois, sur la reprise récente, ça manque de vigueur et à chaque fois qu'on s'approche de cette zone, un peu au-dessus des 6 dollars, ça n'a pas l'air de vouloir prendre, en tout cas dans l'immédiat. Peace Network, trop jeune aussi pour faire du chartisme là-dessus. Je crois que j'en avais un fonds de portefeuille, je sais même plus si j'ai vendu, pas vendu. Au bout d'un moment, il va falloir que je fasse un ménage. Mais voilà, on a une zone ici dure, autour de 45 centimes. C'était un projet qui, pareil, si je dis pas de bêtises, on est sur de l'oracle, mais pas que. Bref, au bout d'un moment, on finit par complètement s'y perdre. Biconomy, qui nous a fait un bon truc. Là aussi, j'en ai en portefeuille depuis le cycle précédent. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il en coûte de garder un truc qu'on ne vend pas par rapport à Biconomy. Puisque, pareil, ça fait partie des projets comme Axelar sur lesquels j'ai pu investir avant que le projet sorte et qui a été listé Day One sur Coinbase avec un token qui s'est changé donc ce jour-là autour de 24 dollars. Et en fait, j'étais pas devant l'ordi ce jour-là. Et de souvenir, les 2 premières itérations du vesting, c'est-à-dire quand on commence à vous délivrer les tokens, puisque ça se fait d'une façon mensuelle sur 1 an, 2 ans ou quelque chose dans ces eaux-là, accrochez-vous bien parce que ça fait mal au cul et c'est pour ça que quand sur les réseaux sociaux on nous critique parce qu'on vend des tokens en temps et en heure, c'est-à-dire la plupart du temps quand ça sort alors qu'on a bloqué de l'argent depuis 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, si j'avais vendu dans ces 2 bougies ici, là, 2-3 premières bougies, quand c'est sorti, à cheval sur la première quinzaine ou le premier mois, j'encaissais ici 440 000 dollars à peu près. J'ai gardé l'intégralité de mes tokens de Biconomy tout au long du bear market jusqu'en bas, donc vraiment 100%. Je crois qu'à ce jour, je n'ai pas vendu un seul token de Biconomy. Aujourd'hui, l'argent que j'aurais pu avoir ici, qui très certainement en tout m'aurait fait un demi-million ou quelque chose dans ces eaux-là, aujourd'hui, l'intégralité de mes tokens de Biconomy valent 13 000 dollars. Voilà. Ça vous démontre juste que si vous ne vendez pas quand vous avez l'opportunité de le faire, que vous ayez investi sur un projet en amont ou que vous ayez réalisé une belle performance au moment où cette dernière s'est présentée, là c'était Biconomy, mais c'est pareil pour si vous aviez investi sur Ether à 80 dollars, que vous l'avez vu à 4000 ou 5000 et que vous l'avez revu passer à 800 dollars. Donc c'est peut-être dans des amplitudes moindres. Mais voilà, c'est juste pour aussi vous dire à quel point c'est dur aussi pour les personnes qui se placent un peu sur le côté business angel de ne pas vendre. Et tout ça pour, entre guillemets, parfois faire plaisir à la communauté pour pas que derrière qu'on dise « Ah, mais il a vendu, etc. » Et regardez, il en avait parlé sur sa chaîne, machin. Donc, c'est que il est en train de vendre sur sa communauté. Et ça, c'est un de mes plus gros exemples. Au final, j'ai aucun regret par rapport à ça. Ça s'est passé, ça sert d'expérience et tout ça. Mais c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui sur le fait que si on ne vend pas quand on peut le faire, au final, et sur des projets comme ça, c'est la plupart du temps au moment du listing, eh bien, effectivement, il y en a d'autres qui s'en chargeront à votre place. Et comme je vous dis, s'asseoir sur un demi-million de dollars qui aujourd'hui valent 10-15 000, voilà, c'est catastrophique en fait quand on fait les comptes à l'arrivée. Donc, je m'attarde pas plus là-dessus. J'espère bien entendu que Biconomy reverra à minima son dollar symbolique du printemps et peut-être un peu plus. Je ne vise clairement pas non plus d'ATH là-dessus et peut-être même que je vous le dirai le jour où je vendrai mes Biconomy pour essayer voilà, de vous faire le petit suivi autour de tout ça, d'une aventure qui m'aura coûté très certainement à peu près un demi-million sur, sur le Biconomy. Aleph 1,48, Alephium ce coup-ci, très très belle trend et je crois que c'est un projet qui a été souvent mis en avant par mon ami Monsieur TK, si je dis pas de bêtises. Donc très clean hein, pour le coup, petite touchette moyenne mobile 100 ici à 1,05$. On est sous la moyenne mobile 20, 1,50, moyenne mobile 50 à 1,90 et un ATH au printemps autour de 3,82, ce qui est largement de l'ordre du possible et du raisonnable. Après, comme je vous l'ai dit bon nombre de fois depuis tout à l'heure, si on vise un x2, x2,5, là, ne serait-ce que pour l'ATH pour Aleph, Alephium, du coup, on est déjà sur un 8200% sur ce cycle.
Donc, je ne pense pas que la performance, en tout cas dans ses proportions, soit devant nous. Elle est déjà derrière. Et c'est là où, systématiquement, cette pilule, elle est difficile à faire passer. De ceux qui en ont entendu parler sur les réseaux sociaux et qui rentrent à $1 ici sur Alefium et à qui on dit « Ah, mais attention, tu vas pas faire x50 ». Et malheureusement, je sais que c'est un son de cloche qui ne vous plaît pas forcément, mais qui est quand même vachement réaliste, je trouve. $500 pour Taobi Tensor, excellent, qui a été spoté par Paul de Crypto Formation et quelques autres quand il était autour de, je crois que c'était $80, peut-être même un peu avant, à l'automne dernier. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont pris. Personnellement, je ne l'avais pas dans mon radar et du coup, je n'ai pas surfé la vague au moment où elle s'est déclenchée. Pareil, on est déjà sur un actif qui est bien capitalisé, qui a quand même poussé un 2500%. Est-ce qu'il pourrait faire un petit peu plus? Il faudra vérifier, bien entendu, si on a le narratif IA qui revient sur le devant de la scène au cours de ce cycle. J'ai terminé pour mes alts en watchlist. Je vais essayer de prendre les vôtres, quelques-uns. Et je pense, en fait, au travers des alts que j'ai passés aussi là de la watchlist et qui en majorité, il y en avait pas mal qui s'entrechoquaient avec les vôtres, que vous arrivez en fait à partir de là, à partir de ça, à faire le travail de votre côté sur comment, entre guillemets, vous allez pouvoir détecter des trucs qui sont trop vieux, qui ont été remis au placard par rapport à des trucs qui ont déjà été dépoussiérés par ce cycle et qui sont encore dans l'air du temps. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. J'ai vu plusieurs personnes demander Starknet. Alors, STRK. Où il en est, ce bon vieux Starknet? Alors, Starknet, bon projet d'un point de vue fondamental. On a Abdelhamid qui était venu nous en parler. D'ailleurs, il reviendra prochainement. Le souci pour Starknet, c'est que ça a été capitalisé et valorisé beaucoup trop. Beaucoup trop haut, une sortie complètement folle. Et d'ailleurs, là, pareil, hein, regardez la bougie d'intro, tout ça, c'est des gens qui ont vendu. Dès que ça a pop à $8, évidemment que par rapport au seed, au pre-sale, aux gens qui ont développé sur Starknet, etc., ça ne pouvait qu'être vendu, ce truc, au moment où ça sortait, et à la capitalisation à laquelle ça sortait. Aujourd'hui, on est à quelques mois, trimestres de la sortie. On a un petit range. Et ça, c'est plutôt cool, puisque ça veut dire que le prix s'est stabilisé ici. Ce qu'il va falloir surveiller pour Starknet, c'est les fondamentaux. Est-ce que la team continue de délivrer? Ça a l'air d'être le cas. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que ça va générer du revenu? Et est-ce qu'on a des gros unlocks à venir? Et ça, tout ça, il faut le surveiller en simultané que Starknet est actuellement au niveau de son token entre les 32 centimes et les 55-60 centimes, c'est ça. Voilà, pas plus, pas moins à dire sur Starknet. J'envoie dans le chat des tokens qui ont déjà été passés, les gars. Donc, je ne vais pas repasser, bien entendu, les tokens déjà passés. Render, il est déjà passé, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier que je l'ai dans ma liste. Ah non, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Allez, render. Voilà, ça c'est un chart vivant, vous voyez. En fait, c'est assez simple, hein. C'est la différence basique et je pense qu'un enfant de 5 ans, il verrait la différence entre un chart qui fait ça, voire de temps en temps un peu à plat, hop, de nouveau à plat, hop, ou un chart qui fait l'inverse. Et là, typiquement, on est sur un truc qui est excellent. Donc, que dire par rapport à Render en particulier? Le souci reste exactement la même musique dont je vous parle depuis tout à l'heure. On est sur un actif qui a fait 4700% sur ce cycle. Donc certainement que le meilleur n'est pas à venir, mais on aura quand même certainement un actif qui va nous faire un ATH. Donc aujourd'hui, on est à $7. L'ATH est autour de 13, donc ça nous fait un x2 à venir chercher sur Render. Ce qui n'est pas extraordinaire, bien entendu, mais qui est mieux que rien. Je vous rappelle, on se plaint de faire des fois 5, des fois 2 et tout, mais bon, c'est quand même pas si nul, entre guillemets. Et voilà, par la suite, ensuite, tu te mets un petit Fibo. Bon, je suis en... J'ai pas... Ah ouais, mais je vais manquer d'historique là par rapport à Coinbase pour vraiment faire un Fibo qui est propre.
par rapport aux projections. Est-ce que j'ai le Fibo de projection ici? Ça nous ferait des projections à 20, 30, 40. Au final, c'est des comptes ronds pour Render. Ouais, non, c'est pas dégueu, franchement. Et comme je disais tout à l'heure, vu la capitalisation de Tao, à ce jour, personnellement, si je devais choisir entre Fetch, Tao et Render, si je devais faire une répartition équitable, bien entendu que je prends un peu des trois, si je dois choisir un seul, j'irais plutôt sur Render, du fait que ça apporte une ressource non négligeable sur le côté partage de calcul, justement. Et c'est un truc qui me parle un peu plus, puisque je viens, pour rappel, peut-être que pour ceux qui sont là, vous le savez, ou d'autres non, mais avant la crypto, j'étais sur SETI at Home, et on partageait déjà il y a 20 ans de la puissance de calcul de nos PC de l'époque pour essayer de trouver des signaux extraterrestres, ou de moins ça faisait des analyses des supercalculateurs là-bas au Mexique et tout ce qui va bien. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc clairement, Render, ça me parle un peu plus, fondamentalement parlant, que Tao ou Fetch. Par contre, d'un point de vue spéculatif, Fetch a peut-être un peu plus de traction par rapport à tout ça, mais je sais pas. Et Tao a une belle communauté qui le porte. Il faut pas négliger aussi le côté communautaire, hein, bien entendu. C'est quelque chose de très important. ICP, on l'a parlé, on l'a passé ouais, tout à l'heure. Le Cro, on l'a passé. OP, on l'a passé. Live Peer, LPT, je ne l'ai pas passé, je crois. On va en faire encore 3, 4, 5 et puis ça ira pour aujourd'hui. Hein. Quitte à refaire 1 heure et quelques, soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Live Peer, on est à 10, 11 dollars. Ouais, zone de polarité, ça peut être intéressant d'un point de vue spéculatif, mais après, c'est un truc sur lequel il va falloir adjoindre le fondamental parce qu'on n'est pas non plus sur. Je sais pas trop quoi en penser en fait des charts à plat comme ça, parce que dire qu'il n'a pas performé, ça serait faux. Au printemps, on a quand même un truc qui a poussé 748%. Donc face à Bitcoin, ça doit pas être si moche. Mais on est malgré tout sur un truc qui latéralise vachement. Donc est-ce que ça se réveille lors de la véritable all season, ou est-ce que ça repasse sous le support et ça se laisse crever? Ah, difficile à dire. Hein. 50-50. Ça va monter ou ça va descendre. N'hésitez pas à me chill le fondamental de LivePeer. Hein. S'il est très bon, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Hein. Rune, on l'a passé. Telcoin, c'est trop vieux. C'est beaucoup trop vieux. C'est old Telcoin. Et j'avais fait un article à l'époque, un long article sur mon premier site CM, où le tout premier c'était iExec et le second c'était Telcoin. Donc franchement, c'était cool hein, comme projet, mais c'est trop vieux maintenant. Paul, on l'a passé. TRX, on l'a passé. ADA, on l'a passé. Là, vous m'en demandez plein qu'on a déjà passé, les amis. Dot, on l'a passé. Chainlink, on l'a passé. C'est là où ça va être difficile, en fait, puisque vous avez join certainement en cours de route. Et j'ai passé une liste longue comme le bras d'alt divers et variés. Donc, je pense que le mieux qu'on a à faire pour aujourd'hui, c'est de clôturer autour de ça. Ça fait quand même 1h45. Et on fera un post sur Twitter sur lequel vous mettrez votre alt. Et n'hésitez pas à aller juste pouce, liker le post avec votre alt et à pas le remarquer 36 fois. En gros, si vous avez Avax et que vous voulez voir Avax, vous mettez voilà, tous vos pouces sur Avax, mais vous ne le marquez pas 36 fois. Et oui, bien sûr, il y aura le replay. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que même moi, je commence à saturer pour le coup. C'est éreintant. Vous n'avez même pas idée de passer une centaine d'alts comme ça d'affilée et de devoir à chaque fois donner un micro-argumentaire pour chacun. Dans tous les cas, si on pouvait résumer cette émission, c'est qu'il y a très peu d'alts qui sortent du lot d'un point de vue spéculatif et encore plus d'un point de vue fondamental. C'est pas parce qu'on a l'alt en portefeuille qu'il faut forcément viser son ATH du cycle précédent. Peut-être que ça peut arriver, mais en majorité, ça n'arrivera pas.
Et ensuite, la fameuse alt season devrait arriver à partir du moment où Ether lui-même redeviendra un peu plus fort, ETH, BTC plus fort, Bitcoin dominance chute, et à partir de là, on pourra commencer à regarder du côté des alts. En attendant, on a un Bitcoin aux portes des 100 000. Ça va peut-être arriver aujourd'hui. Si ça arrive aujourd'hui, on refera un live. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça devrait quand même arriver, je pense, dans les prochains jours, voire prochaines semaines, si jamais voilà, ils décidaient tous de vendre d'un seul coup en masse. Mais bon, ça a l'air de plutôt pas mal se passer jusqu'ici. Donc c'est aussi un truc sur lequel il faut savoir être observateur, l'action de prix à court terme. Et dans tous les cas, comme vous me le demandiez et que j'ai déjà confirmé dans cette émission aujourd'hui, oui, je vais commencer à prendre des petits profits, notamment du côté de Bitcoin, puisque ça fait totalement sens de commencer à en prendre autour de 100 000. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez d'être prudent, ouvrez l'œil. On n'a pas passé d'alt face à Bitcoin parce que ça vous aurait rendu encore plus dépressif, je pense, que ce que je vous ai dit contre le dollar ici. Mais en tout cas, oui, choisissez bien vos alts. Essayez de faire ce travail de votre côté. Si vous êtes convaincu de quelque chose, ne déviez pas de votre route. Mais malgré tout, ayez sans arrêt cette remise en question où vous arrivez à vous dire de façon légitime à vous-même si vous n'avez pas fait fausse direction et si vous ne devez pas, à un moment donné, changer de direction. Donc, c'est là où vraiment réside tout ce qui sera important pour la suite. Ne devenez pas un supporter de foot. Essayez d'avoir le plan, la direction et de vous y tenir. Mais si vous voyez que ça, pendant 6 mois, 1 an, ça ne va pas dans votre sens, essayez aussi de continuer d'être agile et flexible, à la fois sur votre mental et à la fois sur votre portefeuille, et de bien différencier le court terme, sur lequel vous allez essayer, comme une majorité, d'aller chercher un peu de rendement du côté des altcoins, du long terme, sur lequel vous allez, la plupart, conserver quasi uniquement ou parfois uniquement du Bitcoin, un peu des stablecoins et essayer petit à petit de faire la boule de neige autour de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée slash après-midi slash soirée en fonction de où vous êtes sur la planète. Le replay est activé, le temps de monter, même pas, peut-être que je la monterai pas et de la mettre aussi sur YouTube. Et on se retrouve peut-être dans les prochaines heures pour le Bitcoin à 100 000. À plus tard. Ciao, ciao.